Bienvenue à tous pour cette nouvelle exploration en profondeur. On va se plonger dans l'univers du travail, un univers en pleine mutation. Ah oui, ça bouge, ça change. Exactement. Ouais. Et pour nous guider dans cette exploration, on va décortiquer une série d'articles du magazine IOSAS paru ces dernières années, des articles qui explorent comment la technologie, l'économie des petits boulots, la santé mentale, Et les tendances globales, oui, tout ça, tout, comment tout cela impacte la sécurité au travail. Mais attention, ce qui nous intéresse vraiment aujourd'hui, c'est de comprendre comment tous ces changements vous touchent, VUS, dans votre quotidien professionnel. c'est ça l'important, l'impact concret sur les travailleurs. On est en plein cœur de ce qu'on appelle les méga-tendances. Ah oui, les méga tendances, ces grandes forces qui refaçonnent notre façon de travailler. Exactement. Et la technologie, c'est un peu le chef d'orchestre de cette révolution, on peut le dire. Alors la technologie, on en parle partout, mais concrètement, qu'est-ce que ça change pour la sécurité au travail? Eh bien, prenez l'intelligence artificielle, par exemple. L'IA, oui. Imaginez-toi des guides touristiques alimentés par l'IA, des chatbots qui rédigent des évaluations des risques, Des chabots. C'est incroyable. et même des systèmes de vidéosurveillance qui utilisent la reconnaissance faciale pour surveiller la sécurité des travailleurs. Tout ça, c'est déjà une réalité, ça. Ça me fascine, mais ça me fait un peu peur aussi, je l'avoue. Je comprends. C'est un peu un scénario de science-fiction. Mais c'est là tout le paradoxe de la technologie. C'était... Ok. Elle peut être un outil formidable pour améliorer la sécurité au travail, en éliminant les tâches dangereuses, en boostant l'efficacité, en fournissant des données précieuses pour une gestion proactive des risques. Oui, je vois le côté positif. Mais il y a aussi des dangers. Le danger, c'est de perdre de vue l'humain. Ah oui, c'est important ça. On risque de se retrouver avec des travailleurs qui ont de moins en moins d'autonomie, de contrôle sur leur travail. Et plus de stress, sans doute. Exactement. Et là, une pression accrue, le stress, le burn-out. C'est pour ça que l'IOSH insiste sur une approche l'humain aux commandes pour l'implémentation de l'IA. L'humain aux commandes, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça veut dire que les travailleurs doivent être consultés dès la conception et la mise en œuvre des systèmes d'IA qui les concernent. On parle aussi beaucoup de l'IA explicable. L'IA explicable. Oui, ce sont des systèmes transparents qui peuvent expliquer leur raisonnement, leurs décisions. Un peu comme si l'IA devait se justifier auprès des humains. Exactement. Imaginez un système d'IA qui gère les protocoles de sécurité sur un chantier. S'il est capable d'expliquer pourquoi il prend certaines décisions, Oui, je comprends. les travailleurs auront plus confiance, ils sont moins stressés, et au final, la sécurité sera renforcée. C'est très clair. Et pour l'avenir, comment peut-on s'assurer que la technologie sert vraiment la sécurité au travail? Il est impératif d'établir des normes claires pour le développement et l'utilisation de l'automatisation, Des normes, oui. en mettant l'accent sur la consultation des travailleurs et en garantissant leur bien-être. La technologie doit être un outil au service de l'humain et non l'inverse. Tout à fait d'accord. Passons maintenant à un autre aspect de l'évolution du travail qui me questionne beaucoup. L'essor de l'économie des petits boulots. La fameuse gig economy, oui. De plus en plus de personnes travaillent en freelance via des plateformes numériques. Comment garantir leur sécurité dans ce contexte? C'est un défi majeur car ces travailleurs sont souvent en dehors des structures traditionnelles. Ils n'ont pas les mêmes protections que les salariés esthètes. Pas toujours, non. Alors, comment adapter les formations, les informations en matière de sécurité et de santé au travail pour ces travailleurs indépendants? Il faut repenser la manière dont on diffuse l'information. On pourrait imaginer des modules de formation courts, accessibles en ligne. Oui, par exemple, des modules qui s'intègrent facilement à leur quotidien souvent chargé. L'idée, c'est de rendre la sécurité accessible et compréhensible pour tous, quel que soit leur statut. Et au niveau légal, comment s'assurer que le devoir de diligence est respecté pour tous les travailleurs, même ceux qui sont en dehors du cadre traditionnel? C'est une question complexe. Faut-il repenser les lois existantes? Créer de nouvelles régulations? C'est un débat crucial. Un débat qui doit impliquer les plateformes numériques, les législateurs. Et bien sûr, les travailleurs eux-mêmes. Parlons maintenant d'un sujet qui, je crois, nous touche tous, la santé mentale au travail. On a traversé une pandémie, le télétravail s'est imposé. Comment tout cela impacte notre bien-être psychologique? Le constat est clair. Le stress, l'anxiété, le burn-out sont devenus des réalités pour de nombreux travailleurs. On a vu une augmentation des cas de troubles anxieux et dépressifs. Oui, et le contexte actuel n'arrange rien, et on pense souvent aux travailleurs isolés, mais les managers, eux aussi, doivent composer avec une pression énorme. Absolument. Donc, imaginez un manager de PME, souvent avec des ressources limitées, qui doit jongler entre la gestion d'équipe,
la performance économique et maintenant les défis du travail à distance. C'est beaucoup, C'est un cocktail explosif pour la santé mentale. tout à fait. Ouais. Alors, comment protéger la santé mentale des travailleurs en bourse, surtout dans ce contexte de télétravail? Oui, comment faire à part? Il faut repenser l'organisation du travail et mettre en place des mesures de soutien adaptées. Concrètement, vous avez des exemples, Adéa? Par exemple, le programme Being Well Together du British Safety Council. Ah oui, j'en ai entendu parler. Il propose des outils, des ressources pour les entreprises qui souhaitent créer un environnement de travail plus sain. C'est intéressant. Oui, très prometteur. Le programme se base sur 6 piliers. 6 piliers. Oui, la culture, environnement, la direction en affective et la formation, les outils et les ressources. Ils offrent des conseils pratiques, des formations en ligne et même des évaluations pour aider les entreprises À faire quoi? à identifier les risques et à mettre en place des actions concrètes. Donc il existe des solutions. Mais comment faire pour que ces initiatives soient vraiment efficaces? Le plus important, c'est de créer une culture d'entreprise où la santé mentale est prise au sérieux, où les employés se sentent libres de parler de leurs difficultés sans crainte d'être jugés. Oui, c'est essentiel. Briser le tabou autour de la santé mentale. Mais concrètement, comment faire d'abord? La communication est essentielle. Il faut encourager les échanges ouverts et honnêtes sur le sujet. Ensuite, il faut former les managers Les former à quoi? à détecter les signes de stress, de souffrance chez leurs équipes et à les accompagner de manière bienveillante. Et pensez-vous que le télétravail peut aussi avoir des aspects positifs pour la santé mentale? Oui, bien sûr. Le télétravail peut offrir plus de flexibilité et d'autonomie, ce qui peut être bénéfique pour certains. Mais il faut trouver le bon équilibre, car l'isolement et le manque de lien social peuvent aussi être des facteurs de stress. Donc c'est une question d'adaptation, de trouver la bonne formule pour chaque individu et chaque entreprise. Exactement. Il n'y a pas de solution miracle. L'important, c'est de rester à l'écoute des besoins des travailleurs et de s'adapter en permanence. Et dans ce contexte d'évolution du travail, il est intéressant de se pencher sur les objectifs de développement durable des Nations Unies. Les fameux ODD. Oui. Quel est le lien avec la sécurité au travail? Les ODD, c'est un appel à l'action universelle pour un monde plus juste et plus durable. L'ODD 8 en particulier se concentre sur la promotion d'un travail décent pour tous. Et ça inclut la sécurité et la santé au travail. Absolument. Un travail décent, c'est un travail qui est sûr, sain et qui respecte les droits fondamentaux des travailleurs. Donc les ODD, ce n'est pas juste une belle déclaration d'intention. C'est un cadre concret pour agir. Tout à fait. Les entreprises, les gouvernements, les organisations internationales. Tout le monde est idiote. Tous ont un rôle à jouer pour atteindre ces objectifs. Et les professionnels de la SST ont une responsabilité particulière dans ce domaine. En quoi consiste cette responsabilité? Ils doivent s'assurer que les conditions de travail soient sûres et saines, bien sûr. Mais ils doivent aussi aller plus loin. C'est-à-dire? En promouvant une culture de prévention, en sensibilisant les travailleurs aux risques, en encourageant le dialogue social. Et concrètement, comment les professionnels de la SST peuvent-ils contribuer à la réalisation des ODD? Par exemple, en intégrant les principes du développement durable dans leur stratégie de prévention, en favorisant l'utilisation de technologies propres et sûres, en promouvant la diversité et l'inclusion au sein des équipes. Donc, c'est une vision globale de la sécurité au travail, qui prend en compte les aspects sociaux, environnementaux et économiques. Exactement. La sécurité au travail, ce n'est pas juste une question de normes et de règlements. C'est une question de justice sociale, de respect de la planète, de construction d'un avenir durable pour tous. Et, pour vos auditeurs, comprendre ces enjeux globaux vous permet d'être un acteur du changement, en promouvant des pratiques responsables et durables sur votre lieu de travail. C'est une invitation à réfléchir à votre propre rôle dans la construction d'un avenir du travail plus juste, plus respectueux de l'homme et de la planète. Et puisqu'on parle d'avenir du travail, revenons un instant sur l'impact de la technologie. On a beaucoup parlé d'IA, mais il y a aussi la robotique, l'automatisation. Comment est-ce que ces innovations transforment le travail? On assiste à une véritable révolution technologique qui impacte tous les secteurs d'activité. Les robots remplacent les humains dans certaines tâches, les machines sont de plus en plus connectées et intelligentes. Et ça change quoi pour les travailleurs? D'un côté, ça peut être positif. Les robots peuvent se charger des tâches dangereuses ou répétitives, ce qui libère les travailleurs pour des missions plus stimulantes et créatives. L'automatisation peut aussi améliorer l'efficacité et la productivité, ce qui peut créer de nouveaux emplois. Mais il y a aussi des risques, non? On parle beaucoup de la disparition de certains métiers. Oui, c'est une réalité. L'automatisation et la robotisation vont entraîner la suppression de certains emplois, notamment dans les secteurs manufacturiers et les services. Il est donc crucial d'anticiper ces changements.
et de former les travailleurs aux nouveaux métiers qui émergent. Et comment peut-on se préparer à ces changements? L'éducation et la formation continue sont des éléments clés. Il faut développer les compétences numériques, bien sûr, mais aussi les compétences transversales, C'est-à-dire où? comme l'adaptabilité, la créativité, l'esprit critique. Donc ce n'est pas juste une question de savoir utiliser un logiciel, c'est une question de savoir s'adapter à un monde en constante évolution. Exactement. Les métiers du futur demanderont de plus en plus de flexibilité, d'autonomie, de capacité à apprendre et à se réinventer. Et au niveau de la sécurité, comment est-ce qu'on peut s'assurer que les robots et les machines ne représentent pas un danger pour les travailleurs? La sécurité des robots est une préoccupation majeure. Il faut des normes strictes pour garantir que les machines soient conçues et utilisées de manière à ne pas mettre en danger les travailleurs. Et il faut aussi former les travailleurs à interagir en toute sécurité avec les robots. Oui, c'est essentiel. Il faut sensibiliser les travailleurs aux risques spécifiques liés à la robotique et à l'automatisation, et leur apprendre à travailler en collaboration avec les machines. On parle beaucoup de cobotique, c'est-à-dire la collaboration entre les robots et les humains. Comment est-ce que ça fonctionne en pratique, Ande? Imaginez un robot qui assiste un ouvrier sur une chaîne de montage. Le robot se charge des tâches lourdes et répétitives, tandis que l'ouvrier se concentre sur les tâches qui demandent de la précision et de la dextérité. C'est un peu comme un duo, chacun avec ses forces et ses faiblesses. Exactement. La cobotique permet de combiner les avantages des robots et des humains pour une meilleure performance et une meilleure sécurité. Et est-ce qu'il y a des risques particuliers liés à la cobotique? Oui, bien sûr. Il faut s'assurer que la collaboration entre l'homme et la machine se déroule en toute sécurité. Il faut prévoir des systèmes de sécurité pour éviter les collisions, les pincements, les écrasements. Et il faut aussi que l'interface homme-machine soit intuitive et facile à utiliser. Tout à fait. La communication entre l'homme et la machine est essentielle pour une collaboration fluide et sécurisée. Donc la technologie peut être un outil formidable pour améliorer la sécurité au travail, mais il faut l'utiliser de manière responsable et réfléchie. Exactement. La technologie doit être au service de l'homme et non l'inverse. C'est à nous de définir les règles du jeu pour que l'avenir du travail soit un avenir plus juste, plus sûr et plus épanouissant pour tous. Et en parlant d'avenir du travail, il y a un sujet dont on a encore peu parlé, mais qui me semble essentiel, le rôle des syndicats. Comment est-ce qu'ils peuvent s'adapter à ces transformations profondes du monde du travail? Les syndicats ont toujours joué un rôle crucial dans la défense des droits des travailleurs. Et face aux défis de l'avenir du travail, leur rôle est plus important que jamais. Mais comment peuvent-ils s'adapter à un monde où le salariat traditionnel est remis en question, où l'économie des plateformes se développe, où les travailleurs sont de plus en plus mobiles et dispersés? C'est un défi de taille, c'est certain. Les syndicats doivent se réinventer pour rester pertinents et efficaces. Ils doivent s'ouvrir aux nouvelles formes d'emploi, aux travailleurs indépendants, au travers des plateformes numériques. Concrètement, comment peuvent-ils faire ça? Ils peuvent créer de nouvelles structures syndicales, adaptées aux réalités du travail numérique. Ils peuvent développer des outils et des services pour les travailleurs indépendants, comme des formations, des conseils juridiques, des mutuelles de santé. Et doivent aussi faire entendre leur voix auprès des plateformes numériques pour que les travailleurs indépendants bénéficient de meilleures conditions de travail et de protection sociale. Tout à fait. Les syndicats doivent être des acteurs du dialogue social, en négociant avec les plateformes pour garantir les droits et la sécurité des travailleurs. Donc les syndicats ont un rôle essentiel à jouer pour que l'avenir du travail ne se fasse pas au détriment des travailleurs. Absolument. Ils doivent être des garants du progrès social, en veillant à ce que les innovations technologiques et les nouveaux modèles d'emploi servent l'intérêt général et le bien-être de tous. Et en parlant de bien-être, il y a un dernier sujet que j'aimerais aborder avec vous. L'impact de l'évolution du travail sur la santé mentale des travailleurs. On en a déjà un peu parlé, mais j'aimerais approfondir la question. Avec plaisir. C'est un sujet crucial qui mérite toute notre attention. Les transformations du monde du travail peuvent avoir des conséquences importantes sur le bien-être psychologique des employés. On pense notamment au stress lié à l'intensification du travail, à la pression de la performance, à la peur de perdre son emploi, à l'isolement social. Oui, tous ces facteurs peuvent contribuer à une dégradation de la santé mentale des travailleurs. Il est donc essentiel de prendre des mesures pour prévenir les risques psychosociaux et pour soutenir les employés en difficulté. Quelles sont les mesures que les entreprises peuvent mettre en place pour protéger la santé mentale de leurs employés? Il existe de nombreuses initiatives qui peuvent être mises en place. Par exemple, les entreprises peuvent promouvoir un climat de travail positif et bienveillant.
en encourageant la communication, le respect et la solidarité entre collègues. Elles peuvent également proposer des formations sur la gestion du stress, des programmes d'aide aux employés en difficulté, des espaces de détente et de convivialité. Oui, il est important de créer un environnement de travail où les employés se sentent écoutés, soutenus et valorisés. Les entreprises peuvent également mettre en place des politiques de flexibilité du travail pour permettre aux employés de mieux concilier leurs obligations professionnelles et personnelles. Et pour ce qui est des travailleurs indépendants, comment peuvent-ils se protéger contre les risques psychosociaux? C'est un défi important pour les travailleurs indépendants qui sont souvent isolés et privés de soutien collectif. Ils peuvent néanmoins prendre des mesures pour se protéger. Par exemple, en s'organisant en réseau, en participant à des groupes de parole, en consultant un psychologue du travail. Il est important de briser l'isolement et de partager ses difficultés avec d'autres personnes qui vivent des situations similaires. Tout à fait. Les travailleurs indépendants peuvent également se former à la gestion du stress et à la prévention des risques psychosociaux. Et il est important de rappeler que la santé mentale est une affaire de tous. Oui, chacun a un rôle à jouer pour prévenir les risques psychosociaux et pour soutenir les personnes en difficulté. Il est important de briser le tabou autour de la santé mentale et de créer un environnement de travail où chacun se sente libre de parler de ses difficultés sans crainte d'être stigmatisé. C'est en créant une culture de la bienveillance et du soutien que nous pourrons construire un monde du travail plus humain et plus respectueux de la santé mentale de tous. Et pour conclure cette exploration de l'évolution du travail et ses impacts sur la sécurité, la santé et le bien-être des travailleurs, j'aimerais vous poser une question. Allez-y. Face à tous ces changements, comment imaginez-vous l'avenir du travail? Ah, ça c'est une question fondamentale. L'avenir du travail, c'est nous qui le construisons. Par nos choix, nos actions, nos engagements. Alors, quel avenir du travail souhaitez-vous? J'aspire à un avenir du travail plus juste, plus humain, plus durable. Un avenir où la technologie est au service de l'homme et non l'inverse. Un avenir où le travail est source d'épanouissement et non de souffrance. Un bel idéal. Et comment peut-on concrètement contribuer à la réalisation de cet idéal? En s'informant, en se formant, en s'engageant sa cas. En promouvant des pratiques responsables et durables au sein de nos entreprises. En soutenant les initiatives qui visent à améliorer la sécurité, la santé et le bien-être des travailleurs. C'est un appel à l'action. Et je crois que chacun d'entre nous peut y contribuer à son échelle. Absolument. L'avenir du travail est entre nos mains. Agissons ensemble pour construire un monde du travail plus juste, plus sûr et plus épanouissant pour tous. C'est d'une vision inspirante. Et pour aller plus loin dans cette réflexion sur l'avenir du travail, j'aimerais aborder un aspect qu'on a souvent tendance à négliger, l'intelligence émotionnelle. Quel rôle peut-elle jouer dans la sécurité au travail? Ah, c'est une question très pertinente. On parle beaucoup de compétences techniques de connaissances, mais l'intelligence émotionnelle est tout aussi importante, surtout dans un monde du travail en constante évolution. Qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle concrètement? C'est la capacité à comprendre et à gérer ses propres émotions, mais aussi à percevoir et à comprendre les émotions des autres. C'est la capacité à créer des relations saines et constructives, à communiquer efficacement, à gérer les conflits de manière positive. Et en quoi est-ce important pour la sécurité au travail? Imaginez un travailleur qui est stressé, anxieux, frustré. Il est plus susceptible de faire des erreurs, de prendre des risques inconsidérés, de mal communiquer avec ses collègues. Donc l'intelligence émotionnelle, c'est aussi une question de prévention des accidents. Tout à fait. Un travailleur qui est capable de gérer ses émotions est plus attentif, plus concentré, plus à même de prendre des décisions éclairées, même dans des situations difficiles. Et comment peut-on développer l'intelligence émotionnelle au sein des entreprises? Déjà, il faut en parler. Briser le tabou autour des émotions au travail. Créer un climat de confiance où les gens se sentent libres d'exprimer leurs sentiments sans crainte d'être jugés. Et concrètement, quelles actions peut-on mettre en place là? On peut proposer des formations sur la gestion du stress, la communication non violente, la résolution de conflits. On peut encourager les managers à être plus à l'écoute de leurs équipes, à créer un climat de bienveillance et de soutien. Donc c'est un travail de fond qui implique toute l'entreprise, de la direction aux employés. Exactement. L'intelligence émotionnelle, ça s'apprend, ça se cultive, et les bénéfices sont nombreux. Une meilleure communication, des relations plus harmonieuses, une réduction du stress et des conflits, une meilleure performance globale. Et pour les travailleurs eux-mêmes, comment peuvent-ils développer leur intelligence émotionnelle? La première étape, c'est la conscience de soi. Apprendre à identifier ses propres émotions, à comprendre ce qui les déclenche, à analyser son propre comportement. Et ensuite? Il faut développer des stratégies de gestion des émotions,
à apprendre à gérer son stress, à contrôler sa colère, à exprimer ses frustrations de manière constructive. Et il y a des outils pour ça. Oui, bien sûr. Il existe de nombreux livres, articles, formations sur le sujet. La méditation, la relaxation, le yoga peuvent aussi être des aides précieuses. Donc c'est un travail personnel qui demande de la discipline et de la persévérance. Oui, mais c'est un investissement qui en vaut la peine. L'intelligence émotionnelle, c'est une compétence clé pour réussir sa vie professionnelle, mais aussi sa vie personnelle. Et pour conclure cette plongée dans l'univers du travail en pleine mutation, j'aimerais vous laisser avec une invitation à la réflexion. Face à tous ces changements, comment pouvez-vous vous contribuer à construire un avenir du travail plus humain, plus juste, plus respectueux de la santé et du bien-être de chacun? C'est une question essentielle. L'avenir du travail, c'est nous qui le créons par nos choix, nos actions, nos engagements. Alors soyons acteurs du changement. Et informons-nous, formons-nous, engageons-nous pour un avenir du travail qui soit source d'épanouissement et de progrès pour tous. Merci pour cette discussion passionnante. Merci à vous. Et à bientôt pour une nouvelle exploration des grandes tendances qui façonnent notre monde.